Je teste le micro pour la vidéo de ce soir. Allô, ah. Bonjour à tous. Après un plagiat de Seb, un plagiat de Curfew, on va s'attaquer à Feldup. En gros, Feldup a fait des icebergs avec un concept de badge. Extrait. Obscur. Néanmoins, petite précision avant de commencer. Vous verrez ici, dans l'écran, un petit badge qui dit soit je l'ai connu avant, voilà, je le connaissais avant d'en parler, soit je le connaissais et ça a eu un impact, et 3, gros trauma. Genre vraiment un truc qui m'a vraiment trauma. Voilà, c'est sympa, comme ça vous pouvez voir des infos. Dans le dernier iceberg, j'avais fait un système de badge qui apparaissait dans le coin de la vidéo. Je crois là-bas. J'ai décidé de remettre les badges, mais cette fois-ci différemment. L'absence de badge signifiera que je ne connaissais pas le sujet avant de commencer la vidéo. Celui signifiera que je connaissais le sujet mais que celui-ci ne m'a pas marqué. Celui-ci signifiera que je connaissais le sujet et qu'il m'a marqué positivement, c'est-à-dire qu'il m'a inspiré pour des trucs, qu'il m'a donné de la créativité ou alors que ça a inspiré le site de manière positive. Et enfin, évidemment, vous imaginez l'impact négatif, que ce soit des nuits de sommeil en moins, des images que je ne peux pas m'enlever de l'esprit ou juste un truc qui était juste négatif et dégueulasse pour la plateforme. Voilà comment on va utiliser les badges cette fois-ci. Et ainsi... Je crois que c'est les seuls icebergs qu'il a fait, si j'ai pas de conneries. Et moi j'ai décidé de faire une version Formule 1. Alors ça va pas être très flippant, ça va juste parler de sujets graves. J'allais mettre des guillemets, mais il y en a certains, c'est vraiment grave. Bref, c'est parti. Pour la partie 1, présentation des badges. Ce badge signifie tout simplement que je ne connaissais pas le sujet avant d'en parler. Ce badge signifie que je le connaissais, mais que c'était pas choquant pour moi. C'est... Le badge blanc gris clair signifie que ça m'a marqué. Ça m'a pas choqué non plus, mais ça m'a marqué. Je m'en rappelle. Le dernier badge, le badge noir gris foncé, signifie tout simplement que lui, il m'a bel et bien choqué et limite traumatisé. Alors, pour celui-là, j'avais abusé. Donc, j'en ai rajouté un autre qui signifie un réel traumatisme. Le voici. Il y en a certains que j'ai rajoutés moi-même. J'ai devant moi une image de l'iceberg. Mais déjà, j'en ai deux en tête. Peut-être que j'en aurai d'autres plus tard. Il y en a certains qui ne sont pas dedans et que je connais pourtant et qui m'ont un petit peu choqué. Voilà, j'avais envie d'en parler. Je viens de voir que un des trucs dont je voulais parler, je pensais le mettre... Il y a 7 catégories dans cet iceberg. Je voulais le mettre dans la catégorie 3... Ouais, 3 ou 4. Il est dans la catégorie 7. On va faire les 2 premières catégories de cet iceberg dans cette partie 1. Trilogie de vidéos, oui, en plagier au maximum. Hein, au maximum. Et bien évidemment, la 3 fera les 3 dernières catégories, puisqu'il y en a 7, et pas 6. Souvent, il y a des images sur les icebergs. Et là, l'image de la catégorie 5, mais elle est choquante. Elle est horrible. Bref, commence. Le Crashgate. Le Crashgate était un nom qui a été donné au scandale du Grand Prix de Singapour 2008. Ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix était un véritable scandale. Tout le Grand Prix était... Le tour de formation arrive, tout se passe bien, et étrangement, à la fin du tour, pas loin des stands, il y a Piquet Junior, je crois que c'était lui, la Renault de Nelson Piquet Junior, qui fait littéralement un tête à queue. Juste devant les stands. Proche du mur. As the cars took their places, the excitement got a little too much for Piquet. Il a vraiment évité le crash de justesse. Puis vient la course. Puis au 13e tour, exactement la même chose arrive. Mais Nelson Piquet ne fera pas qu'un simple tête à queue. Piquet Junior. Nelson Piquet Junior ne fera pas qu'un simple tête à queue. Il finira littéralement en arrière dans le mur. Sauf que, encore plus bizarre, avant, genre
Quelques tours avant, Alonso avait box beaucoup trop en avance. Lap 12 and Alonso was the first to pit. Vers le tour 10, je crois. Je crois qu'il était en dur. Donc, box, quand t'es en hard au tour 10, c'est une... désolé de dire comme ça, c'est une stratégie qui signifie une défaite totale. C'est à quoi ça sert? Tu mets des tendres, ok, mais tu piteras... tu iras de nouveau au pit 4 tours après. Pas sur ce coup-là, du coup. Nelson Piquet Jr. se crache. Les stands sont fermés. Et drapeau jaune, safety car. Le tour se fait, on évacue la voiture de Nelson Piquet Jr. Arrêtez les bruits dehors. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, sauf Alonso, vont au stand. Tous. Ils remettent des hards à Alonso lors de son box. Tout le monde essaye de réussir à le dépasser. Alonso est très fort sur ce coup-là. Même Hamilton, qui se battait pour le titre, donc il se battait pas pour rien. Il n'arrivera même pas à le dépasser. Il n'y arrivera même pas. Il défendra comme un dieu. Pourtant, il n'y avait pas de pluie, etc. On était à Singapour. Et il franchira la ligne avec une victoire scandaleuse, selon beaucoup de gens. Le Spygate. Comme pour le Crashgate, Clippy da Clip, qui est un TikToker F1, aussi YouTuber, que j'apprécie beaucoup, a très très bien expliqué en 2 TikTok le Spygate. Donc je risque de dire complètement de la merde comparé à ce que lui disait. J'essaie de me rappeler de ce qu'il disait et j'ai une page Wikipédia devant moi. Nigel Stepney, j'ai écorché son prénom comme un nom. C'était un ingénieur Ferrari. Je rappelle qu'à ce moment-là, c'était en 2007. C'était Hamilton qui se battait pour le titre. Raikkonen qui finira par gagner. Et, étrangement, ce même ingénieur Ferrari aurait, selon certaines logiques, tenté de saboter la voiture de Kimi Raikkonen. Sauf que là, ça fait depuis le début de la saison qu'il n'est plus chez McLaren. Se dire que tu essaies de saboter ta propre voiture, c'est bizarre. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il a saboté cette voiture ? De la poudre blanche s'est retrouvée vraiment juste à côté du réservoir. Et sûrement dans le réservoir. Et dans la poche de Nigel Stepney. Donc bien évidemment, il sera sanctionné pour ça, hein, vous imaginez. Et il utilisera cette sanction comme une excuse par rapport à certains propos qu'il aurait tenus en interview. Une histoire inventée. Pour finalement le sanctionner après des victoires de McLaren, étrangement, pas vraiment, une plainte a été déposée contre Nigel Stepney. La police a fouillé son appartement tellement les plaintes avaient l'air énormes. Ils trouveront la totalité des fiches techniques de la Ferrari F 2007, soit 780 pages. 780 pages. Et étrangement, ces mêmes totalités de pages, je rappelle que c'était 7, s'est retrouvé chez quelqu'un qui avait comme taf de prendre des pages et les foutre en CD. Qui croise-t-il ? Jody Coughlin. Enfin, Jody ou Trudy, parce que dans la vidéo de Clippy da Clip, il dit que c'est Jody. Et sur la page Wikipédia, Trudy. Donc peu importe. Il tombe sur Jody Coughlin, la femme de Mike Coughlin, qui est un ingénieur de chez McLaren.
Et étrangement, sans qu'on sache comment, cette personne qui était en charge de prendre la totalité de ces pages en CD se cache, va à la réserve et va en douce balancer tout à Ferrari. Et du coup, tout fait sens, en fait. McLaren connaissait tout, même à quel moment Raikkonen allait pit au Grand Prix d'Australie. Limite, ils savaient quelles nuts ils allaient mettre sur le pneu. Ils connaissaient beaucoup trop de trucs maintenant. Et étrangement, Ferrari et McLaren sont les deux seules écuries au courant que McLaren a pu protester une pièce illégale selon le règlement. Et étrangement, ce n'est pas normal que McLaren soit au courant, car, bien sûr, cette pièce illégale appartenait à Ferrari et était sur la voiture. Bien sûr, c'est totalement possible. Williams, par exemple, aurait pu être au courant. Mais non, elle se voyait pas. C'était un secret confidentiel. Personne d'autre n'était au courant. Comment McLaren aurait pu être au courant? Mais du coup, cela signifiait que McLaren avait bel et bien les 780 pages. Il n'y a aucune preuve. Donc ils ne seront pas pénalisés. Évidemment, Ferrari s'en plaindra. Bien évidemment, il y a du nouveau qui arrive très rapidement lors de cette saison. Hongrie, qualification. Alonso refuse de laisser passer Lewis Hamilton. Alonso rentre au stand. Et à l'époque, il y avait encore moi j'appelle ça comme ça, les panneaux de stop. Les grands panneaux. Le panneau de stop est levé. Alonso ne bouge pas. Exprès pour faire qu'Hamilton ne puisse pas refaire de deuxième tour et préserver sa pole. Pour cette action, justement, il sera pénalisé. Puis Alonso aura le culot d'aller voir Ron Dennis, en gros le chef de McLaren à cette époque-là, et lui dire « Fous-moi la grosse puissance. Mets-moi la vitesse maximale. » McLaren possédait en réalité quelque chose qui leur faisait gagner énormément de vitesse. Alonso demande ça, pour lui tout seul. Ron Dennis répond tout simplement non. Et Alonso dit si, je vais le faire. Sinon, je balance tout à la FIA et je dis qu'on triche depuis le début et qu'on a bel et bien les 780 pages sur la F2007. Ok. Max Mosley, président de la FIA, est appelé par Ron Dennis. Ron Dennis vient le voir, lui parle et lui dit que depuis le début, il triche. Max devra ouvrir une enquête du coup sur McLaren au lieu de les pénaliser tout de suite. Du coup, Ron Dennis aura une énorme engueulade avec Alonso. Étrangement, comme je l'ai dit au Crashgate, une saison plus tard, il finit chez Renault. Puis, Max Mosley enverra aux 3 pilotes McLaren un mail pour leur promettre l'immunité de cette enquête si ils font la poucave par rapport à ce qu'a fait leur employeur. Puis, ils seront reconnus coupables et auront la plus grosse amende jamais enregistrée en Formule 1. L'amende sera de 100 millions d'euros. Puis une fouille des locaux sera faite, une fouille entière. Trouver toute la totalité des copies, des fiches techniques de la F2007 pour être sûr que rien de suspect ne se passe. Comme par exemple un championnat du monde une année après. Puis étrangement, c'est comme ça que se finira ce Spygate. Hamilton Hair Transplant. Hamilton, pilote de Formule 1, meilleur pilote de Formule 1 selon les statistiques. Je suis désolé, forcé de constater que apparemment Hamilton serait
comme on dit pour déconner, passer en Turquie. Pourquoi on dit ça Pourquoi on dit, ouais, tu devrais aller en Turquie quand tu as quasiment une calvitie? Étrangement, quand on regarde certaines photos d'Hamilton, maintenant on le connaît avec ses dreadlocks ultra stylés. Bah quand on regarde, en 2018, il avait les cheveux bouclés. Puis une photo qui date de 2017, je crois, où il était invité à une cérémonie avec comme sponsor Hugo Boss. Hamilton a des liens avec Hugo Boss, donc il sera invité à la cérémonie, forcément. Il se teint les cheveux en blond, trop stylé. Et on voit un énorme front. C'est tout. J'ai oublié de rajouter que on a aussi cette photo d'Hamilton qui date de 2008, où on voit qu'il a changé après la trentaine, hein, franchement. Mission we know is Marlboro. Selon certaines preuves, entre guillemets, Mission we know, sponsor de Ferrari, qui a créé la pire place possible pour un sponsor pour Ferrari en 2021. Regardez-moi cette horreur. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? We know avec Ferrari serait une pub Marlboro déguisée. Car effectivement, étrangement, à part avec l'horreur de 2021, Mission We Know est en blanc et fait penser à ce qui est selon moi littéralement un code barre, hein. On dirait un code barre, ce qui fait penser au code barre de Marlboro. Et une preuve selon moi nulle est que Marlboro commence par un M, Mission We Know commence par un M. Mais oui, bien sûr. C'est quoi cette preuve? 2005 USGP. Le Grand Prix des USA 2005 était quelque chose de choquant dans l'histoire de la Formule 1. Littéralement un week-end normal, avec pourtant une pole de Jarno Trulli et une victoire pas choquante du tout de Michael Schumacher. Cette course est connue comme celle ayant le moins de voitures sur la grille au départ. 6 voitures, 3 écuries sur la grille. Ferrari, Minardi, Jaguar. C'est tout. Je suis passé rapidement dessus, mais voilà. Rich Energy. D'après ce que j'ai compris, Rich Energy essaie de faire un retour en Formule 1 annoncé en 2021. Pour l'instant, nous ne connaissons pas grand-chose à cela, à part que Rich Energy était le sponsor de Haas en 2019. Ce qui a poussé Haas à créer une livrée totalement Rich Energy qui était Cool! Senna's Death. Ce sujet, je vais le faire en voix off car j'ai totalement oublié de le faire durant la vidéo que j'avais tournée hier. Tout se passe au Grand Prix d'Imola en 1994. Le grand Ayrton Senna se bagarre pour son 4e titre, si je ne me trompe pas. Et durant les qualifications, un événement se passe, mais on en parlera plus tard dans l'iceberg. Senna, après cette action, décide de ne pas prendre le volant, mais il est forcé par son équipe à le faire. Donc, selon lui, ce n'était pas une bonne idée de piloter. Mais il pilotera quand même sous forçage de son équipe. La course commence et il y a déjà un crash. Une voiture cale, il n'arrive pas à démarrer. Et un énorme contact entre Giletto et Pedro Lamy envoya des débris dans le public. Malgré ça, la course continue. Senna arrive à être aussi rapide qu'il peut, mais
sa colonne casse et il foncera dans un mur de béton. Senna ne mourra pas sur le coup, malgré qu'une suspension viendra quasiment lui couper la tête. Le sujet est très court pour un événement très triste. Et bien évidemment, Senna, malgré son agressivité sur la piste et son manque de fair-play, restera une légende auprès de beaucoup de gens depuis cet incident. Caesars Palace GP. Le Caesars Palace GP, quand on le cherche, on tombe sur le Caesars Palace GP et sur le Grand Prix de Las Vegas 2023. Le Caesars Palace GP était tout simplement l'ancien Grand Prix de Las Vegas entre 81 et 84. Pendant 2 ans, 81-82, le Grand Prix de Las Vegas faisait partie du championnat du monde de Formule 1. Étrangement, il a été placé dans la catégorie CART ou kart à partir de 83. La Tyrrell P34. La Tyrrell P34 est connue pour avoir été la première Formule 1 à 6 roues. Willy Broca l'avait très bien expliqué dans son Vultec sur la Formule 1. Je vous invite à le voir. Ils expliquent beaucoup de choses. Et cette voiture s'était démarquée surtout parce que c'était une voiture à 6 roues. Autrement, la Tyrrell P34 était giga nul en ça. Et je pense que ce serait mieux de parler de la Williams, qui était à 6 roues. La Williams FW08B. Cette voiture avait les 6 roues, comme la Tyrrell P34, mais à l'arrière. Et cette voiture a été tout de suite abandonnée pour une raison qui n'est pas un scandale non plus, mais qui mériterait plus d'être dans cet iceberg que la Tyrrell P34. Même si je comprends le fait que la Tyrrell P34 soit dans cet iceberg. La FW08B était la toute première et la seule, bien sûr, F1 4 roues motrices. Et ben ça a été tout de suite supprimé par la FIA. Les 4 roues motrices n'étaient pas autorisées en Formule 1 depuis la FW08B. La Brabham BT46B. Villebrequin l'avait aussi expliqué dans son Vultec Formule 1. Je vous réinvite à le voir. La BT46B est une Brabham qui a été créée sous ingéniosité, sous idée de Gordon Murray, qui sera connu plus tard pour avoir travaillé sur la McLaren F1 et la Gordon Murray T50, qui est la première sur l'une des 2 copies totales de la McLaren F1 entre lui et la Genty Aquilon. Je suis désolé, Genty Aquilon, c'est une McLaren F1. Et la Brabham BT46B était connue pour une chose. Si je vous dis foutre un ventilateur sur une voiture de F1, la BT46B était connue car on lui a foutu un ventilateur au cul. Et déjà, personne ne t'arrête avec un ventilateur. Enfin, techniquement, si. Mais quand tu le places comme Gordon Murray, qui est un ingénieur de génie, en plus de ça, à ce moment-là, Brabham avait Niki Lauda. Ils l'ont gardé une course. Après, ça a été enlevé, tout de suite. Et ben, tout simplement, la fin de la course s'était passée sur un tour d'écart avec le 2e pilote. Pendant les qualifs, il avait mis 2 secondes à tout le monde. Schumacher, pit lane, win. En F1, on a plusieurs grands prix. On a le tout premier grand prix de tous, qui était Silverstone le 13 mai 1950. Et ben, à l'édition 98 du Grand Prix de Silverstone, vous savez que à Silverstone, il y a un virage qui fait ça. C'est ça le virage. Et ben, on pouvait cut par les stands. Et ben, il y en a un qui a pensé à ça. Mika Hakkinen était devant.
Et il y a Schumacher, deuxième. Et bien tout simplement, Schumacher a pit et a passé la ligne devant Hakkinen. C'est décrit comme de la triche, je pense. Je sais même pas s'il a été pénalisé ou quelque chose comme ça. Mes recherches sont pas très bonnes parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. 1991 European GP Qualifying. Depuis 1996, une règle a été établie en Formule 1. En gros, cette règle s'appelle les 107%. Je crois qu'elle a été abolie aujourd'hui. Si tu faisais 107% de la pole, tu n'avais pas le droit de prendre le départ. Lors des qualifs de ce Grand Prix d'Europe à Jerez, Jacques Villeneuve va faire un tour d'1 minute 21 0,72. Puis Schumacher voit ça et se dit je vais m'élancer. Plus 0,000 secondes. Villeneuve fait un temps de 1,21 0,72. Schumacher fait un temps de 1,21 0,72. Le même, égalité. C'était la première fois dans l'histoire de la Formule 1. Puis, Frentzen, pareil. Il a fait exactement le même temps. Sauf que, on se dit, ils vont faire comment ? Selon une règle, Villeneuve devait commencer. Parce que Villeneuve est le premier à avoir claqué ce temps. Schumacher est le deuxième à avoir claqué ce temps. Et Frentzen est le troisième. Du coup, le podium s'est partagé sur le même temps. Le podium des qualifs s'est partagé sur le même temps. Andrea Moda. Andrea Moda Formula était l'écurie d'Andrea Moda. Andrea Moda n'est pas la personne qui l'a créé. La personne qui l'a créé s'appelle Andrea Sassenti. Pourquoi on parle d'une écurie simple ? Ils ont été exclus du championnat du monde 92 alors qu'elle n'avait même pas commencé. C'était le moment des reveals des voitures. Andrea Moda monte sa voiture, exclu. Pourquoi ? Le châssis Colony C4B a été utilisé alors qu'il avait déjà été utilisé l'année précédente par Enzo Colony l'année précédente, avec son écurie en 91. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est beaucoup trop courte pour ce que c'est, mais c'est pas grave, au moins j'ai essayé d'en faire une. La partie 2 arrivera bientôt, je vais essayer de faire le plus vite possible pour tout ça. Honnêtement, si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez le dire, comme vous pouvez ne pas le dire. J'accepte tout avis. Et je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo.